Bonjour à tous. Je me souviens, c'est la devise du Québec. Puis la mémoire, en fait, c'est pas quelque chose de neutre. Et plutôt que se demander ce qu'on se souvient, on va se poser la question à l'envers. Qu'est-ce qu'on a choisi d'oublier? Parce que se souvenir pour une nation, c'est toujours sélectionner. Et la construction de la mémoire est soumise à certaines règles qui sont souvent politiques et propres aux besoins d'une époque. C'est ce processus, le travail de construction et d'occultation de la mémoire au Québec, qu'on va regarder ensemble. Pour y arriver, on va l'étudier à partir de deux exemples qu'on va brièvement traiter. Occulter, ça veut aussi dire tabou. Et les tabous, c'est généralement l'indice de quelque chose qui est sensible. Et moi, j'ai toujours dit que les choses qui étaient sensibles, c'était généralement des choses qui sont importantes. Et que pour cette raison-là, ben moi, je pense que c'est important qu'on s'en parle. Je vous propose un voyage dans le temps d'une quinzaine de minutes en adoptant une approche dynamique et géopolitique de l'histoire pour y arriver. Moi, je suis Vincent Vallée, je suis consultant en politique publique, mais je suis également l'auteur de l'ouvrage La différence québécoise. J'ai ici, cet ouvrage-là, on peut se le procurer sur le site d'Accent Bleu. J'ai été invité il y a quelque temps à un colloque qui portait sur la mémoire pour y faire la présentation que je vous fais maintenant. C'est mon collègue Jérémy Henrich qui m'avait contacté suite à un texte que j'ai coécrit avec mon ami Sébastien Obomsawin de nationalité abénaquise. Le texte s'intitulait Vérité et réconciliation au Québec. Le texte mettait de l'avant un décalage entre un discours ambiant qui concernait les rapports entre les francophones de l'Amérique du Nord, donc le Québec, et le monde autochtone. On pouvait entre autres y lire que il fallait nommer nos relations pour ce qu'elles étaient, celles d'humains complexes et imparfaits qui, au sein de systèmes impériaux, ont cherché à mener leur vie du mieux qu'ils ont pu. Évidemment, il existe plusieurs récits, et l'un des récits qui cherche à s'imposer, c'est celui d'une opposition entre les mémoires autochtones et francophones. En particulier l'identité québécoise traitée comme une identité coloniale assimilée à celle de colons anglophones. On a ici un extrait d'un texte d'Émilie Nicolas qui exprime un sentiment ambiant chez nos contemporains. Euh, on vient ici pour défricher, occuper convenablement le territoire et s'en enrichir, ce qui demande la destruction des peuples autochtones sous une forme ou sous une autre. Ce sentiment-là, ben, il se traduit par ailleurs dans les sondages où les Québécois rapportent se sentir encore plus coupables des sévices faits aux Autochtones que les autres Canadiens. Mais voyons comment cet extrait représente une compression impressionnante de l'histoire en regardant ce qu'était la Nouvelle-France. Donc on a ici deux cartes qui représentent à leur manière une période de 62 ans qui représentait dans le fond la Nouvelle-France. On a entre la Grande Paix de Montréal de 1701 jusqu'à la conquête britannique. Sur la carte de gauche, on a les revendications des puissances impériales en Amérique, mais elle ne fait pas vraiment la différence entre les territoires des colonies britanniques qui sont en rouge, qui refoulaient les Autochtones, avec les territoires en bleu de la Nouvelle-France qui incluaient les Autochtones en leur sein. En fait, cette carte-là donne l'impression que les Français occupaient un territoire immense alors qu'on sait que la population était peu nombreuse et occupait pas tellement de territoire dans les faits, à l'exception du fleuve Saint-Laurent et de quelques autres endroits. Dans la réalité, ce territoire correspond à celui de l'Alliance franco-autochtone, cette grande coalition qui portait un nom, qui était autochtone lui-même, la famille d'Onontieux. La carte de droite, elle est plus représentative de cette réalité-là. Elle présente des connexions entre plusieurs villes comme Détroit, Montréal, Vincennes, par exemple, qui sont liées ensemble par cette confédération d'Onontio. C'était dans le but d'organiser le commerce commun et la défense collective. Et cette carte-là, ce qu'elle fait surtout, c'est de représenter une longue période de collaboration géopolitique et économique. Vient ensuite la conquête en 1763. J'attire votre attention sur la carte qui sépare clairement les territoires des francophones de ceux des territoires autochtones.
En fait, le régime britannique a volontairement séparé la gestion de ces sujets en catégories ethno-raciales, qui finit par déboucher sur le long terme sur des politiques avec une logique de ségrégation. Une des visées, c'était la séparation des Autochtones et des francophones sur les plans administratifs et institutionnels. Qu'on peut penser aux réserves qui ont été créées pour ça et qui ont permis en partie d'y arriver. On l'a fait aussi avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui visait à constitutionnaliser cette séparation-là en 1867. On a eu aussi la loi sur les Indiens qui est venue plus tard en 1876 et la loi sur les pensionnats en 1880. Ça s'inscrivait dans cette nouvelle logique impériale, celle des Britanniques. Nombreux ont été les Autochtones qui ont continué de se battre pour défendre le régime français d'Onontio, réalisant qu'ils seraient perdants en fait dans ce nouveau régime britannique. Plusieurs voix autochtones se sont fait entendre, dont celle du chef Pontiac qui refusait la cession de la Nouvelle-France et qui s'exprimait ainsi en 1763. Les Anglais nous vendent la marchandise 2 fois plus cher et leur matériel ne vaut rien. Ils ne font pas crédit comme le faisaient les Français. Je fais une pause pour mettre l'emphase sur le mot crédit. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Français puis les Autochtones, ils faisaient des échanges de marchandises et des fois, ils avançaient la marchandise. Le crédit, c'était une manière qui illustrait, qui témoignait en fait de la confiance qui existait entre les Français et les Autochtones pour réaliser ce crédit-là. Lorsque je dis à un chef anglais que quelques-uns de nos camarades sont morts, au lieu de pleurer les morts comme nos frères les Français le faisaient avec nous, il se moque de moi et de vous. Ici, c'est le mot frère qui va nous intéresser. Parce que c'est quelque chose en réalité qui n'est pas inventé à ce moment-là. Si on regarde les sources de l'époque, c'est un terme qui est fréquemment utilisé à la fois par les Français et par les Autochtones. Malgré la séparation, plus tard en 1838, on voit qu'il subsistait quelque chose de ces relations. L'article 3 de la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada revendiquait des droits pour les Autochtones, les mêmes que pour tous. À cette époque, c'était totalement inenvisageable, aussi bien chez les Britanniques qu'aux États-Unis, de considérer les Autochtones comme citoyens, ce que voulaient faire les patriotes avec leur vision universaliste. Au Canada, les Autochtones deviendront citoyens qu'à partir des années 1920 au niveau symbolique, mais dans les faits, beaucoup plus tard. La défaite des Patriotes a repoussé de plus d'un siècle la reconnaissance des Autochtones comme citoyens avec un réel pouvoir politique. Au lendemain de la défaite des Patriotes sous l'Union des Canada et l'Amérique du Nord britannique, on tombe dans une période propice aux divisions raciales, une véritable période de racisme. Les vaincus de l'époque patriote cherchaient à se racheter, mais aussi à se blanchir pour faire reconnaître leurs droits face au régime en place, et ont commencé à accélérer l'occultation du patrimoine sauvage des Canadiens. Un des exemples de ça, c'est que quelques années plus tard, François-Xavier Garneau, qu'on considère comme le premier historien du Québec, a publié l'ouvrage L'Histoire du Canada, où il présentait son peuple comme les descendants de la France, sans mentionner l'héritage important des Autochtones. Voici comment l'auteur Denis Delage, dans son article Peur de passer pour un sauvage, le présentait. Ce qu'il nous dit, c'est que François-Xavier Garneau avait dédié sa vie à prouver que les Canadiens français ne sont pas un peuple sans histoire, comme le pensent les Anglais. C'est l'appartenance à la civilisation qui constitue leur critère distinctif. Les Amérindiens n'en font pas partie. Les Français, oui. Civilisés, les Canadiens français ne doivent pas disparaître. Pour les sauvages, c'est le destin des peuples sans histoire. Avec ça, Garneau avait un objectif. C'était de faire face aux Anglais et de leur montrer que les Canadiens sont civilisés pour que leurs droits soient reconnus par le régime impérial. En réalité, c'est une véritable forme de capitulation et d'abandon, voire de trahison face à leurs alliés autochtones. Parce que pour y arriver, on réutilise le raisonnement des Britanniques pour nous-mêmes nous séparer de nos alliés. Parlons maintenant du drapeau du Québec. Quand on fait l'histoire des drapeaux au Québec, on présente généralement la succession suivante. Donc, on a les navires marchands du 17e siècle jusqu'à 1790. Ensuite, on en arrive avec le drapeau patriote vers 1832-1838.
qui marque une rupture avec la monarchie. Ensuite, on a le carillon de 1903 qui finalement devient le Fleur-de-Lysée en 1948 sous Maurice Duplessis qu'on connaît. Mais on peut se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1838 et 1902? En effet, il n'y a personne qui semble s'étonner que le drapeau patriote, éliminé par leur défaite de 1838, n'a pas connu de successeur en 1902. Est-ce qu'on fait face à une nation sans drapeau? En réalité, lorsqu'on se plonge dans les sources historiques, on réalise que le drapeau français était affiché sur les institutions et par des acteurs politiques. À partir des années 1850, la population canadienne-française avait adopté le drapeau tricolore français, tout comme les Acadiens, comme son drapeau national. Ce drapeau était soutenu par les républicains québécois, qu'on appelait alors les Rouges, à la fois pour revendiquer leur culture française face à la couronne britannique et les idéaux de la Révolution. Ici, par exemple, sur ces deux images, on voit à gauche le maire de Montréal et directeur du journal La Patrie, Honoré Beaugrand, vers 1885, qui arborait le tricolore français. L'autre image à droite, c'est celle d'Honoré Mercier, premier ministre du Québec entre 1886 et 1891, qui utilisait le tricolore dans ses activités politiques officielles. Dans le milieu, un dessin du journal La Presse, qui était le drapeau dessiné par Louis-Honoré Fréchette. Il démontrait l'usage fréquent d'une version du drapeau bleu, blanc, rouge français, avec au milieu une feuille d'érable qui était en vert, qui rappelait l'époque des patriotes. Cet usage du drapeau français permet de prendre conscience de la manière dont les Canadiens se comprenaient subjectivement dans l'espace historique et dans la géopolitique de leur temps. Alors, comment avons-nous oublié? Cette popularité du drapeau qui marquait l'appartenance nationale française des Canadiens s'est confrontée à leur élite cléricale et loyaliste à partir des années 1880. Longtemps sans succès, le clergé tentait d'introduire des drapeaux de type Ancienne France pour se distinguer de la République laïque. Mais finalement, c'est à partir de 1900 qu'ils vont l'emporter grâce à une crise internationale. Un peu de contexte. Dans les années 1900, on a une guerre qui oppose l'Empire britannique et les anciens colons hollandais en Afrique du Sud. C'est la guerre des Boers, à laquelle s'est toujours opposé les Canadiens français. On arrive en mars 1900. Suite à une importante victoire des Britanniques, les étudiants de McGill ont voulu la fêter en attaquant les institutions francophones, dont le journal La Patrie, La Presse et l'université qui précédait l'Université de Montréal. Les émeutiers ont arraché les drapeaux français bleu, blanc, rouge qui étaient accrochés sur ces institutions, ce qui a donné finalement raison au clergé. On voit par ailleurs à l'image de droite un élément qui représentait ça dans le journal La Patrie en mars 1900. Cet incident de McGill a été l'occasion pour les cléricaux de revenir à l'assaut. Ça leur a permis d'affirmer deux choses. Un, que la France républicaine doit devenir étrangère aux Canadiens français, et deux, qu'il fallait renoncer au tricolore par mesure de sécurité, de crainte qu'une guerre franco-anglaise entraîne la répression des francophones du Canada. C'est ainsi qu'on a inventé un véritable faux drapeau de la Nouvelle-France dessiné par Elfège Filiatro. On peut lire ici un extrait de Elfège Filiatro, qui défendait l'usage d'un drapeau de l'ancienne France royaliste en 1903. N'oublions pas que c'est par tolérance que nous pouvons faire flotter le drapeau politique de la France au Canada. Vienne un conflit entre la France et l'Angleterre, que ferons-nous de ce drapeau? Ne vaut-il pas mieux l'abandonner maintenant de notre plein gré que d'attendre qu'on nous donne l'ordre de le faire disparaître? L'incident Laval-McGill à Montréal lors de la délivrance de Lady Smith doit nous apprendre ce qui pourrait arriver. En d'autres termes, ce nouveau drapeau du Canada français s'appuyait sur une capitulation. On voit que ça perdure encore une fois de façon souterraine. En 1967, on a la visite de Charles de Gaulle. Pierre Bourgault l'attendait sans trop d'attente, mais c'est suite au discours de Charles de Gaulle qu'il a compris une chose. Voyons ce qu'il nous dit. Malgré l'histoire, malgré les Anglais, malgré les notables, et un peu malgré nous, hélas, le peuple québécois était resté français.
Il avait une envie folle d'affirmer sa fierté française face au monde, et il le fit. Au regard de l'histoire, québécois, ça veut dire quoi? Originellement, à l'époque de la Nouvelle-France, québécois, ou canadien à l'époque, c'était une identité qui articulait deux mondes, le monde français et le monde autochtone. Et qu'est-ce qu'a été le processus d'occultation et de mise en réserve? Mais c'était l'arrachement aux Québécois de leur patrimoine commun, d'une part avec les Autochtones et d'une autre part avec les Français, de manière à les réduire au rang de petites sociétés fragiles, désarmées et tolérées dans l'ensemble britannique. L'histoire, c'est pas un instrument à vocation décorative. Il est d'ailleurs souvent utilisé par les acteurs politiques pour présenter, pour revendiquer une version, leur version, de l'histoire. C'est particulièrement important à l'intérieur d'espaces impériaux, mais ça a un prix. Effacer certaines de ces parties et finir par les oublier. Maintenant, une dernière occultation. Notre propre devise, dont personne n'est tout à fait certain de sa signification. Je trancherai pas sur cette question-là aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en se souvenant qu'un peuple assure sa continuité et son existence. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous lire attentivement, puis on se dit à bientôt.